Je suis rentré d'un service de 12 heures, et j'ai trouvé un contrat de location dans ma chambre. Mes parents voulaient me faire payer pour vivre dans leur maison, qualifiant cela de « juste part », alors que ma sœur vivait sous le même toit sans payer le moindre loyer. Cela s'est passé il y a environ 1 an, et honnêtement, je suis encore en train d'assimiler la manière dont tout a explosé. Accrochez-vous bien, car cette histoire devient complètement folle, et la vengeance est plus que satisfaisante. Voici un bref résumé sur moi, avant de plonger dans cette folie. J'ai 26 ans, j'ai fait 4 ans dans l'armée, dans l'infanterie. J'ai été déployé 2 fois en Afghanistan, pendant des périodes assez intenses. Je suis rentré chez moi, à Colorado Springs. Pour aider ma famille à se remettre sur pied, le temps de réfléchir à ma prochaine orientation professionnelle. Mon père avait des difficultés, en raison d'une réduction de ses heures de travail. Il occupait un poste de superviseur, à l'aciérie locale. Ma mère travaillait à temps partiel, dans une boutique hors de prix du centre-ville. Quant à ma petite sœur, Britney, elle se cherchait, après avoir abandonné ses études au collège communautaire, pour la 3e fois. Je me tuais littéralement au travail, sur des chantiers de construction pendant la journée. Je faisais partie d'une équipe spécialisée dans le béton, coulant des dalles pour des bâtiments commerciaux. C'est probablement le travail physique le plus éreintant qu'on puisse imaginer. Mais ça payait décemment, à 28 € de l'heure, surtout quand on compte les heures supplémentaires. Ensuite, je traversais la ville à toute vitesse, pour faire des gardes de nuit en tant qu'agent de sécurité, sur l'immense campus d'une entreprise technologique. 3 nuits par semaine, pour 18 € de l'heure. Entre mes 2 emplois, je gagnais environ 4 200 € bruts par mois. Ce n'est pas la richesse, loin de là, mais c'est un revenu très solide. D'autant plus que je vivais chez mes parents, et que je contribuais constamment aux courses, et aux factures. Le tout, sans même qu'on me le demande. Ou du moins, c'est ce que je croyais. C'est comme ça que les choses fonctionnaient. C'était un jeudi soir du mois de mars, et mon monde entier a basculé. Je venais de rentrer de ce qui avait probablement été le coulage de béton de 12 heures le plus brutal de toute ma carrière. J'étais absolument couvert de poussière, et de ciment, de la tête aux pieds. J'avais tellement mal aux épaules, que je pouvais à peine lever les bras. Tout ce que je désirais au monde, c'était une bonne douche chaude, et des restes de pizza du frigo. À la place, il y avait cette enveloppe à l'aspect officiel. Posée sur mon assiette, on aurait dit une sorte de convocation au tribunal, ou d'avis d'expulsion. David Rodriguez, tapé en lettres majuscules. Parfaitement centré sur un papier crème, de qualité supérieure. Pas d'adresse de retour, pas d'écriture manuscrite personnelle. Rien ne laissait supposer que cela venait de ma famille. Papa était assis en face de moi, faisant défiler l'écran de son téléphone. Il évitait délibérément de croiser mon regard. Maman était à l'évier, lavant la vaisselle avec une concentration excessive. Comme si elle essayait d'effacer les motifs des assiettes, en les frottant. Cela aurait dû être des signes avant-coureurs évidents, que quelque chose de grave se préparait. J'ai déchiré l'enveloppe avec mes mains sales. Et j'ai failli m'étouffer avec ma propre salive, quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Contrat d'élocation mensuel, en vigueur à compter du 1er avril 2023. Loyer de base mensuel, 1200 €. Services publics et Internet, 350 €. Contribution à la nourriture, et aux dépenses du foyer, 250 €. Paiement mensuel total, 1800 €. Date d'échéance. Le 1er de chaque mois. Frais de retard, 100 €, applicable après le 5e jour du mois. Tout en bas, en lettres grasses, le non-respect de cet accord, entraînera la signification d'un avis d'expulsion de 30 jours. Je suis resté assis là, à fixer ce document. Pendant ce qui m'a semblé durer 10 bonnes minutes, j'ai essayé de comprendre ce que je voyais réellement. Mon cerveau n'arrivait pas à intégrer, que mes propres parents, avaient créé un contrat de location officiel, pour me faire payer ma chambre d'enfance. Qu'est-ce que c'est que ce truc, ai-je finalement réussi à articuler? Mon père a enfin croisé mon regard, avec une expression sérieuse et purement professionnelle. Il est temps que tu commences à payer ta juste part ici, mon fils. Tu as 26 ans, avec un emploi stable et un revenu régulier. Ma juste part. J'ai brandi la feuille, comme une pièce à conviction dans un tribunal. 1800 € par mois, pour ma chambre d'enfance. Qui a encore des posters Pokémon au mur, et un lit simple qui date du collège.
Le prix du marché pour une chambre privée dans ce quartier tourne autour de 1 200 € par mois, a déclaré maman. Elle frottait toujours agressivement la même assiette, depuis 5 bonnes minutes. Plus les charges, Internet, et la participation au repas. En fait, nous te faisons une réduction familiale significative, quand on y réfléchit bien. J'ai regardé autour de la table. L'incrédulité et la colère grandissaient en moi. Alors, où est exactement le contrat de location officiel de Britney? S'est-il perdu dans le courrier, ou quelque chose comme ça? Un silence total et absolu a rempli toute la pièce. Britney traverse une période de transition très importante dans sa vie, en ce moment, a répondu papa, prudemment. Comme s'il avait répété cette réponse. Elle travaille extrêmement dur, pour bâtir son entreprise en ligne, et établir sa marque. Son entreprise en ligne. Bien sûr. Ce qu'il voulait dire, en réalité, c'est qu'elle gagnait des sommes absolument ridicules sur OnlyFans, et sur Instagram. Elle publiait des photos et des vidéos suggestives, pour des hommes seuls sur Internet. Tout en vivant complètement gratuitement, chez nos parents. J'avais personnellement été témoin, du flux constant de sacs de shopping de créateurs, livrés à notre porte tous les jours. De la BMW flambant neuve, qu'elle avait achetée en espèces le mois dernier. Des coûteux éclairages professionnels, et de l'équipement photographique, installé en permanence dans sa chambre, occupant la moitié de l'espace. Pendant ce temps, je travaillais plus de 60 heures par semaine, en faisant un travail manuel qui détruisait littéralement mon corps, articulation par articulation. Et il voulait me faire payer plus cher, que ce que la plupart des gens paient, pour un véritable appartement d'une chambre, dans un beau complexe résidentiel, avec piscine et salle de sport. C'est complètement dingue, ai-je dit, en faisant de mon mieux pour garder une voix calme et contrôlée. J'ai participé aux courses, aux factures, aux dépenses du foyer. À pratiquement tout, ici, sans même qu'on me demande de contribuer. C'était une aide volontaire que tu as choisi d'apporter, a répliqué maman, sur un ton froid et professionnel que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Ceci est un accord de location officiel, avec des conditions et des attentes claires. Mais Britney ne contribue à rien du tout, ai-je rétorqué. Elle se fait livrer des repas hors de prix, tous les jours. Elle utilise plus d'électricité que nous tous réunis, avec tout son matériel. Et je ne l'ai jamais vue faire des courses, ni payer pour quoi que ce soit. La situation de Britney est complètement différente, a affirmé papa fermement. Elle investit dans son avenir, et construit quelque chose d'important. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit simple. Le même lit où je dormais depuis ma classe de 5e. Je fixais le plafond, en essayant de digérer cette trahison totale de ma propre famille. J'avais servi mon pays avec honneur pendant 4 ans. J'avais bossé comme un acharné chaque jour, depuis mon retour. Je n'avais jamais réclamé d'aide, ni de traitement de faveur. J'avais toujours contribué, sans qu'on me le demande. Et c'est ainsi que mes propres parents avaient décidé de récompenser ma loyauté, mes sacrifices, et mon dévouement à les aider. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai créé un nouveau fichier de tableur Excel, documentation financière, analyse exploitation famille Rodriguez.xlsx, s'ils voulaient jouer au jeu impitoyable des affaires, avec leur propre fils. Et me traiter comme un locataire plutôt que comme un membre de la famille. Alors, j'allais leur montrer ce qu'était réellement, une planification stratégique, et une documentation en bonne et due forme. Le premier mois, pendant lequel j'ai payé ces frais d'extorsion absolument ridicules, m'a presque détruit financièrement et émotionnellement. Après impôt, en déduisant ce paiement obligatoire de 1 800 €, et les dépenses courantes, comme l'essence et l'assurance automobile, il me restait environ 600 € pour tout le reste. J'ai immédiatement commencé à préparer mes repas. Rien que du riz et des haricots, comme si j'étais de retour au camp d'entraînement. J'ai complètement arrêté de sortir avec mes camarades de l'armée, et mes anciens amis. J'ai accepté littéralement toutes les heures supplémentaires possibles, pour mes 2 emplois. Mais voici une chose, que l'armée vous enseigne très efficacement. Il faut toujours rassembler des renseignements complets, et précis, avant de prendre des mesures tactiques contre votre ennemi. C'est exactement ce que j'ai commencé à faire, avec une précision obsessionnelle. J'ai commencé à documenter, de manière systématique, absolument tout ce qui se passait dans cette maison. Chaque facture de service public, que je pouvais photographier discrètement. Chaque reçu de supermarché, lorsque j'achetais de la nourriture pour le foyer.
Chaque fois que Britney se faisait livrer 80 € de sushi haut de gamme, via DoorDash, ce qui arrivait presque tous les jours. Chaque colis Amazon, adressé à son nom. Parfois 4 à 5 paquets par jour, sans exagération. Ce que j'ai découvert grâce à cette enquête minutieuse, a fait grimper ma tension artérielle en flèche. Notre maison était un plein-pied assez basique, 2400 pieds carrés. Dans un quartier correct, mais certainement pas luxueux. J'ai passé d'innombrables heures, à rechercher des biens locatifs comparables en ligne. Des appartements entiers de 2 chambres, avec piscine, centre de remise en forme, et électroménager moderne, se louaient entre 1400 € et 1600 € par mois, dans le même secteur. Et mes propres parents me facturaient 1800 €, pour une simple chambre, avec accès à une salle de bain partagée, et aucune intimité. Mais ce n'était même pas la partie la plus exaspérante, de toute cette situation. Comme je travaille dans le bâtiment, je connais des artisans qualifiés dans presque tous les domaines. Un collègue de mon chantier fait de l'installation et des réparations de climatisation, et de chauffage. Il avait, en fait, travaillé sur plusieurs maisons de notre propre quartier, au cours des dernières années. Pendant notre pause déjeuner un jour, je l'ai interrogé sur les coûts habituels des charges, pour des maisons similaires à la nôtre. L'électricité devrait te coûter peut-être 150 € à 200 € maximum, pendant les mois de pointe en été, m'a-t-il dit avec certitude. Le gaz, probablement autour de 100 € en hiver. Internet, probablement 80 à 90 € de plus. Pourquoi tu demandes ça? J'étais censé payer 350 € par mois, pour les services publics et Internet. Pour une maison modeste, qui devrait, en réalité, coûter environ 300 € au total, pour l'ensemble des dépenses. Ensuite, il y a eu l'arnaque de la participation alimentaire qu'ils m'ont infligée. J'ai commencé à tenir des registres extrêmement détaillés, de ce que je consommais réellement, par rapport à ce que Britney engloutissait chaque jour. Elle commandait des plats coûteux en livraison, littéralement tous les jours. De la nourriture thaïlandaise haut de gamme, des sushis de première qualité, ces fameux endroits de salade bio qui facturent 18 €, pour ce qui est essentiellement de la laitue et des légumes. Sans oublier les boissons au café de spécialité, qui coûtaient plus cher que tout mon budget repas du midi. Les courses que j'achetais personnellement pour la maison, disparaissaient complètement du jour au lendemain. Parce qu'elle invitait constamment ses amis, tout aussi parasites, à venir piller notre réfrigérateur et notre garde-manger. Comme si l'endroit leur appartenait. Je payais 250 € par mois pour la participation alimentaire, alors qu'elle consommait facilement plus de 600 € de livraison par mois. De l'argent qui, manifestement, ne provenait pas d'un emploi légitime. Ni de son mystérieux budget de « période de transition » que mes parents ne cessaient d'évoquer. Le point de rupture absolu, qui m'a poussé à bout, est arrivé quand j'ai vu sa story Instagram. Elle exhibait un tout nouveau sac à main Louis Vuitton, à 3000 €. La photo était parfaitement mise en scène, avec un éclairage professionnel, et accompagnée de la légende « Je me fais plaisir ». Entrepreneur béni. Boss babe. Je vis ma meilleure vie. Cette nuit-là, j'ai mené de sérieuses recherches sur Internet, qui n'étaient probablement pas tout à fait légales. J'ai réussi à trouver son compte OnlyFans. Oui, c'était exactement aussi troublant, et dégoûtant, que vous pouvez l'imaginer. Voir sa propre sœur de cette façon. Et j'ai utilisé des mathématiques de base, pour estimer ses revenus mensuels réels. En me basant sur son nombre d'abonnés, les prix qu'elle facturait pour son contenu premium, sa fréquence de publication, et les pourboires, je pouvais voir que cette fille gagnait facilement, entre 15 000 € et 20 000 € par mois. Laissez-moi répéter ce chiffre, pour qu'il soit bien assimilé. Ma sœur gagnait plus d'argent en un seul mois, que moi en 5 mois d'un travail physique exténuant. Un labeur qui détruisait mon corps. Et moi, j'étais le membre de la famille auquel on faisait payer un loyer, pour vivre à la maison. J'ai ajouté un nouvel onglet à mon tableur, intitulé « Analyse, revenus estimés de Britney, versus contribution réelle au foyer ». Ce ratio financier, me rendait physiquement malade à calculer, et à envisager. Chapitre 3. La découverte de la fraude à la carte de crédit. 2 mois après le début de ce cauchemar immobilier, j'ai fait une découverte, qui m'a fait passer de la colère frustrée, à la fureur aveugle. Je vérifiais mon relevé de carte de crédit en ligne, pendant une pause au travail. Je n'utilisais cette carte que pour de véritables urgences, et je payais toujours l'intégralité du solde immédiatement. J'ai alors remarqué plusieurs frais, que je ne reconnaissais pas.
Et je parle de beaucoup de frais non autorisés, répartis sur plusieurs semaines. 340 € chez Sephora, magasin de maquillage, 156 € chez Victoria's Secret, 89 € dans une boutique dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Plusieurs frais de livraison de repas, totalisant plus de 400 € pour un seul mois. Un abonnement mensuel de 79 € à une plateforme de création de contenu premium, à laquelle je ne m'étais jamais inscrit. 67 € dans un salon de manucure. 156 € pour un équipement nommé Ring Light Pro Studio. Le tout facturé sur ma carte de crédit personnelle. Le tout complètement non autorisé. Le tout pour des choses que je n'aurais jamais achetées, même dans 1 million d'années. J'ai confronté Britney, ce week-end-là. Elle était dans la cuisine, en train de mettre en scène l'une de ses publications élaborées sur Instagram. Un bol de smoothie, avec une installation d'éclairage circulaire professionnel, et un équipement d'appareil photo. Le tout consommait la moitié de l'espace disponible sur le plan de travail. As-tu utilisé ma carte de crédit, pour des achats récents? Elle n'a même pas levé les yeux, continuant de disposer des baies biologiques, en motif parfaitement symétrique pour sa photo. Ouais, peut-être 2 fois. Pour des situations d'urgence qui ne pouvaient pas attendre. Des situations d'urgence. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré le relevé détaillé. 340 € chez Sephora. C'était ça ton urgence? J'avais besoin de fournitures de qualité professionnelle, pour des activités de création de contenu. C'est une dépense professionnelle légitime, que je déduirai de mes impôts. Payée avec mon argent. Sans ma permission. Ça s'appelle de la fraude. Elle a finalement levé les yeux vers moi, en levant les yeux au ciel. Comme si c'était moi qui étais complètement déraisonnable. Mon Dieu, David. Tu es tellement dramatique pour des broutilles. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te permettre ces petites sommes. Tu vis pratiquement ici gratuitement, de toute façon, alors quel est le problème? Gratuitement? Alors que je leur paie 1800 € chaque mois, comme une horloge. Tu ne peux absolument pas utiliser la carte de crédit de quelqu'un d'autre, sans sa permission explicite. C'est littéralement de la fraude à la carte de crédit. C'est un délit grave. Tu m'as donné le numéro de compte, cette fois-là, quand j'avais besoin d'argent pour des manuels scolaires. Quand j'étais encore à l'école. C'était il y a plus d'1 an, pour des dépenses éducatives légitimes. Dont nous avions discuté au préalable. Elle est retournée à son installation photographique élaborée, comme si notre conversation était terminée. Quoi qu'il en soit, David. Je te rembourserai quand j'y penserai, et que j'aurai un peu de temps libre. Quand j'ai essayé de discuter de ce vol avec mes parents, plus tard dans la soirée, la réponse de mon père a été « Vous devez régler ces conflits entre frères et sœurs, comme des adultes. Nous ne nous mêlerons pas de petites disputes, pour des histoires d'argent. » Des conflits entre frères et sœurs. Comme si la fraude à la carte de crédit n'était qu'un léger différend, concernant les privilèges de la télécommande, ou le choix du menu du dîner. J'ai passé toute la nuit, à éplucher avec soin 6 mois de relevés de carte de crédit. Le montant total des frais non autorisés s'élevait à plus de 2800 €. Presque 3000 € d'achats frauduleux. Du maquillage, des vêtements coûteux, des livraisons de nourriture, des services d'abonnement. Ainsi que divers équipements, pour les besoins de son entreprise. Mais le vrai coup de grâce, qui m'a fait voir rouge, c'est la découverte d'un prélèvement de 500 €, pour un studio de photographie haut de gamme en centre-ville. Quand j'ai fait une recherche inversée sur l'adresse de l'entreprise, il s'est avéré que c'était un endroit spécialisé dans la photographie de boudoir, et les services photographiques artistiques. Avec un portfolio rempli de photos suggestives. Elle avait utilisé ma carte de crédit, pour payer des séances photos professionnelles pour son contenu OnlyFans. Je finançais littéralement, la carrière dans le contenu pour adultes de ma propre sœur. Pendant qu'elle vivait complètement gratuitement, et que moi j'étais saigné à blanc, chaque mois. Cette nuit-là, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigation, et j'ai commencé à chercher comment contester des prélèvements frauduleux. Mais je me suis arrêté en cours de recherche. Signaler officiellement une fraude, créerait des problèmes et des complications immédiates. Voire même, des problèmes juridiques qui pourraient me retomber dessus. Je commençais à réaliser, que créer des ennuis évidents et immédiats, ne serait peut-être pas la stratégie à long terme la plus efficace. À la place, j'ai ouvert de nouveaux onglets. Et j'ai effectué des recherches sur les stratégies de protection des actifs,
les exigences en matière de création de LLC au Colorado, et l'investissement immobilier pour les débutants. Si ma famille tenait absolument à me traiter comme une transaction commerciale, plutôt que comme leur fils. Il était peut-être temps pour moi, de commencer à penser et à agir comme un vrai businessman. Un homme d'affaires, qui sait comment se protéger. J'ai ouvert le compte bancaire professionnel un mardi, pendant ma pause déjeuner. J'ai conduit 30 minutes à l'autre bout de la ville, jusqu'à une coopérative de crédit dans un quartier totalement différent. L'agence était nichée discrètement entre un prêteur sur gage, et un concessionnaire de voitures d'occasion. L'emplacement parfait pour maintenir une totale confidentialité. Et rester sous le radar de quiconque, connaissant ma famille. Le conseiller était un monsieur d'un certain âge. Il avait l'air d'avoir vu toutes les situations financières possibles au cours de sa carrière, et d'avoir appris à ne rien juger. Lorsqu'il m'a interrogé sur l'objet de l'entreprise, et ses activités prévues, je suis resté simple et direct. Investissements immobiliers. Services de conseil financier. Et gestion d'actifs. J'ai crédité le compte avec ma prime de sécurité trimestrielle, de mon emploi dans la construction. 1 200 € que j'avais gagnés, pour avoir maintenu un taux de 0 accident de travail, au cours des 3 mois précédents. Ce n'était pas une somme énorme, loin de là. Mais ça représentait une fondation solide, sur laquelle je pourrais bâtir stratégiquement. Y a-t-il une raison particulière, pour laquelle vous avez choisi une institution financière distincte, au lieu de votre banque actuelle, a demandé le représentant, d'un ton professionnel. C'est juste pour maintenir une séparation nette, entre les finances professionnelles et personnelles, ai-je expliqué calmement. Vous savez à quel point les bonnes pratiques comptables sont importantes, à des fins fiscales et de protection juridique. J'ai établi l'ensemble de l'opération, sous le nom de Rodco Holdings LLC. Inspiré du nom de ma famille, mais suffisamment générique, pour ne pas attirer l'attention de quiconque. La correspondance commerciale était dirigée vers une boîte postale que j'avais louée sous le nom de la société, dans une installation postale à l'autre bout de la ville. Ce soir-là, j'ai complètement revu et étendu le système de documentation de mon tableur. Ce qui avait commencé comme une simple tenue de registre, évoluait rapidement vers une opération de collecte de renseignements financiers complète. Une opération qui rendrait fiers mes anciens camarades du renseignement militaire. J'ai créé des onglets détaillés, pour les paiements de loyers mensuels, et l'analyse du suivi des frais. La répartition des dépenses du ménage, avec les coûts réels versus les montants qui m'étaient facturés. La documentation sur les dépenses non autorisées de Britney, avec les dates et les montants. Les modèles de revenus et de dépenses réelles de mes parents, d'après mes observations. Les données de recherche de propriété locale, et d'analyse de marché. La recherche de jurisprudence, pour les cas d'exploitation financière. Et les stratégies de protection des actifs. Plus j'approfondissais mes recherches sur la véritable situation financière de ma famille, plus le tableau d'ensemble devenait troublant. Grâce à une observation extrêmement minutieuse, et à la photographie discrète de documents, j'ai découvert que papa avait complètement menti, sur sa situation professionnelle. Il n'était pas au chômage technique. Il n'avait pas d'heures réduites, contrairement à ce qu'il affirmait depuis des mois. Il travaillait toujours à temps plein à l'aciérie. C'était juste un horaire différent. Et il gagnait environ 3 800 € par mois, avant impôt. Le poste soi-disant à temps partiel de maman, dans la boutique, rapportait en fait un solide 2 200 € par mois. Le revenu combiné du ménage, les plaçait indéniablement, dans la classe moyenne supérieure. Alors, pourquoi affirmait-il constamment avoir des difficultés financières, et être incapable de payer leurs factures de base? La réponse est devenue limpide, lorsque j'ai commencé à suivre leurs habitudes de dépenses. Papa dépensait plus de 300 € par mois, au casino indien situé à environ 1 heure de la ville. Il faisait des voyages le week-end, prétendant qu'il s'agissait d'entretien d'embauche. Mais c'était de toute évidence des virées de jeu. Maman, quant à elle, dépensait des sommes absolument ridicules, pour des produits liés à un système de vente pyramidale, MLM. Des huiles essentielles, des compléments alimentaires, des crèmes de soins de la peau, des chèques pour la perte de poids. Qu'elle tentait ensuite de revendre à ses amis et à ses collègues, à perte. Et les deux parents, achetaient constamment des cadeaux coûteux, des vêtements, et des expériences pour Britney. Le tout, sans aucune attente de remboursement. Ils ne me faisaient pas payer de loyer, parce qu'ils avaient véritablement besoin d'aide pour régler leurs factures légitimes. Ils me facturaient un loyer,
parce qu'ils étaient complètement irresponsables financièrement. Ils me considéraient comme une source de revenus facile et fiable, pour subventionner leurs mauvaises décisions. Et pour financer le style de vie de leur fille. Dans le même temps, j'ai commencé à faire du réseau avec des gars expérimentés, de mes équipes de construction. Je me renseignais sur les opportunités, et les stratégies d'investissement immobilier. Travailler dans le bâtiment offre un accès à des informations internes incroyablement précieuses. Quels quartiers bénéficient de projets de développement majeurs? Quelles propriétés ont des problèmes structurels cachés, qui ne sont pas évidents pour les acheteurs ordinaires? Où les investisseurs avisés placent-ils leur argent, et pourquoi? Mon contremaître rénovait et revendait des maisons avec succès, depuis plus d'une décennie, comme une activité secondaire rentable. Pendant nos pauses déjeuner, il a commencé à m'enseigner les bases de l'investissement immobilier. Les techniques d'analyse de marché. L'estimation des coûts de rénovation. Et surtout, comment structurer les transactions immobilières, pour une protection maximale de la vie privée, et pour bénéficier d'avantages fiscaux. La clé de tout dans ce métier, m'a-t-il expliqué alors que nous mangions des sandwichs dans sa camionnette, c'est de disposer de meilleures informations, que l'autre partie à la transaction. Quand tu en sais plus que sur la situation réelle, c'est toi qui contrôles tout le résultat. J'ai pris ce conseil très au sérieux, et j'ai commencé à appliquer ces mêmes principes à ma propre situation familiale. 4 mois après le début de ce cauchemar, mon contremaître m'a approché avec quelque chose qui pouvait, potentiellement, changer complètement mon avenir. Et, tu te souviens de cette maison, où on a fait la réparation d'urgence des fondations, le mois dernier? Celle sur Maple Street, avec le sous-sol fissuré? Je m'en souvenais très bien. Un quartier vraiment sympa, avec une qualité de construction solide dans tout le bâtiment. Les propriétaires traversent un divorce extrêmement laid, m'a-t-il expliqué. Et les deux parties veulent vendre immédiatement. Elle va être mise aux enchères publiques la semaine prochaine. La procédure de divorce a mal tourné, avec des avocats impliqués. Aucun des deux conjoints ne veut garder la propriété. Et la banque est très motivée pour la céder rapidement afin d'éviter les frais de saisie. Il m'a montré l'annonce officielle des enchères sur son téléphone. Une maison de plein pied de 3 chambres. 1800 pieds carrés d'espace de vie, un garage attenant pour 2 voitures. Un jardin de bonne taille, avec un aménagement paysager mature. Dans des circonstances normales, elle vaudrait facilement 280 000 €, ou plus. La fourchette d'estimation de l'enchère était annoncée entre 180 000 € et 200 000 €. Les acheteurs au comptant obtenaient une préférence et un positionnement prioritaire. Tu es intéressé par un éventuel partenariat sur cette affaire? J'avais systématiquement économisé chaque euro possible depuis des mois. De plus, j'avais accès aux avantages des prêts VA pour mon service militaire. Mais j'étais encore loin de disposer de ce genre de capital pour investir. Puis, mon contremaître a expliqué la véritable opportunité cachée dans cette situation. La propriété a besoin d'environ 30 000 € en travaux de rénovation et d'amélioration. Ce sont principalement des améliorations cosmétiques et des mises à jour. Des choses que nous pourrions facilement gérer nous-mêmes, avec nos compétences. Et nos contacts avec des entrepreneurs. Mais voici la partie la plus intéressante. L'emplacement et la taille font que tu pourrais facilement la louer entre 2200 € et 2400 € par mois. Et c'est en restant prudent sur les estimations du marché. Il a affiché des propriétés locatives comparables, dans la même zone sur son navigateur. Ces chiffres n'étaient pas du tout exagérés. Des maisons similaires se louaient exactement à ces montants. Je fournis l'expertise immobilière, les relations avec le réseau d'entrepreneurs, et l'expérience en gestion de projet. Tu fournis l'investissement en capital. Et tu t'occupes des responsabilités de gestion immobilière courante. On partage tous les bénéfices à 60/40 en ta faveur. Puisque c'est toi qui mets l'argent, et prends le risque financier. Cette nuit-là, j'ai analysé les projections financières, d'environ 50 manières différentes. J'ai utilisé divers scénarios, et conditions de marché. Avec mon expérience de la construction, et son expertise en rénovation, nous pourrions probablement achever l'ensemble du projet pour plus près de 20 000 €, au lieu des 30 000 € estimés. À un loyer mensuel de 2 300 €, la propriété générerait un flux de trésorerie positif, dès le tout premier mois. Sans compter le potentiel de plus-value à long terme. Mais plus important encore que l'argent,
cela m'apporterait quelque chose dont j'avais désespérément besoin. Un véritable effet de levier, et une indépendance totale face aux manipulations financières de ma famille. J'ai contacté la coopérative de crédit, dès le lendemain matin. Et j'ai planifié une réunion concernant les options de financement immobilier. Il s'est avéré que mon dossier militaire, combiné à mes antécédents d'emploi stable, et à l'argent que j'avais systématiquement économisé, m'a permis d'obtenir des conditions de financement bien meilleures que celles que j'espérais initialement. Dès le jeudi après-midi, Rodco Holdings LLC avait reçu une préapprobation officielle pour un financement de 200 000 € en investissement immobilier. Le tout à des taux d'intérêt compétitifs. Le vendredi matin, mon contremaître et moi nous tenions sur les marches du palais de justice, attendant que les enchères publiques commencent. Les enchères ont démarré à 160 000 €. Il y avait peut-être 8 autres enchérisseurs potentiels. Mais la plupart ont abandonné assez rapidement. Quand il est devenu évident que ce ne serait pas une affaire à brader. Mon contremaître et moi avions convenu au préalable d'une offre maximale de 190 000 €. À ne pas dépasser sous aucun prétexte. Quand le marteau du commissaire-priseur est finalement tombé à 185 000 €, nous possédions officiellement notre première propriété d'investissement. En m'éloignant de ce palais de justice, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Pas seulement de l'espoir ou de l'optimisme. C'était un véritable sentiment de pouvoir et de contrôle sur mon propre destin. Pour la première fois depuis le début de toute cette situation d'exploitation familiale, je ne réagissais plus, simplement de manière défensive à ce que les autres me faisaient subir. Je prenais des mesures stratégiques offensives. Des mesures qui allaient tout changer. Les 6 semaines suivantes ont représenté l'un des travaux physiques les plus difficiles de ma vie. Mais ce fut aussi le travail le plus satisfaisant, et le plus gratifiant, que j'ai jamais accompli. Mon contremaître et moi avons passé littéralement chaque week-end, et la plupart des soirs de semaine, à transformer cette propriété achetée aux enchères en un bien véritablement spécial, et prêt à être habité. Nous avons posé de nouveaux revêtements de sol en vinyle de luxe, dans toute la maison. Nous avons repeint avec des couleurs neutres et modernes. Nous avons mis à jour tous les luminaires, avec des systèmes LED éco-énergétiques. Et nous avons complètement rénové la cuisine, avec des plans de travail en granit, et des appareils électroménagers en acier inoxydable assortis. J'ai personnellement accompli la majeure partie du travail physique moi-même. Ce qui a permis de réduire considérablement les coûts des matériaux. Tout en me donnant quelque chose de productif sur lequel me concentrer. En dehors du désastre continu à la maison. Mes parents ont à peine remarqué mon absence. Ils étaient trop occupés à soutenir les dernières lubies entrepreneuriales, et les choix de vie de Britney. Elle avait lancé une sorte d'entreprise de coaching en confiance. En plus de son activité sur OnlyFans, elle facturait 500 € à des femmes désespérées, pour des consultations. Ces séances de renforcement personnel consistaient essentiellement à leur dire de montrer plus de peau dans leurs publications sur les réseaux sociaux. Et d'assumer leur pouvoir féminin. La fille gagnait près de 25 000 € par mois maintenant, grâce à toutes ses activités en ligne. Et elle continuait à vivre complètement sans loyer. Pendant que je payais 1 800 € chaque mois, pour le privilège de dormir dans un lit d'enfant, et de me faire voler ma carte de crédit. Mais je documentais systématiquement tout, avec une précision maniaque. Chaque achat de luxe, qu'elle publiait sur Instagram et TikTok. Avec des tags de localisation, et des informations sur les prix. Chaque fois qu'elle empruntait les véhicules de maman et papa, au lieu d'utiliser sa propre BMW, sous prétexte qu'elle était au garage, ou qu'elle ne voulait pas accumuler de kilomètres. Chaque dîner de famille où elle commandait des plats à emporter coûteux, puis oubliait opportunément son portefeuille. Laissant, bien sûr, mes parents régler l'addition. Le projet de rénovation touchait à sa fin. Quand j'ai découvert quelque chose, qui a fondamentalement modifié ma compréhension de ce que prévoyaient mes parents. Je remplaçais un arroseur cassé, dans notre cour avant, un samedi matin. Notre voisine est venue me voir, pour discuter un peu. C'est une dame âgée, adorable, qui vit dans le quartier depuis 30 ans. Et qui remarque absolument tout ce qui se passe dans la rue. « Tes parents se préparent à vendre la maison ?» a-t-il demandé, d'un ton amical et curieux. « Quoi ? Non, vraiment pas. » Ah bon. J'ai vu un agent immobilier, qui prenait des photos et des mesures, la semaine dernière. Une femme à l'allure professionnelle, avec un presse-papier et un mètre à ruban. Je me suis dit,
qu'il se préparait peut-être à mettre la propriété en vente. Mon estomac a fait un saut périlleux. Quel agent immobilier? Quand cela s'était-il produit exactement? Elle a décrit une femme d'affaires, qui avait passé environ 1 heure à photographier la maison. Elle avait pris des mesures, de plusieurs pièces, et noté les détails sur des documents officiels. Une installation professionnelle complète, avec des cartes de visite. Cette nuit-là, j'ai mené des recherches en ligne approfondies. J'ai examiné l'activité immobilière locale. J'ai trouvé le nom de l'agent, grâce au système de base de données MLS. Mon contremaître m'avait appris à naviguer sur ce type de plateforme. J'ai appelé son agence le lendemain matin, en me faisant passer pour un acheteur potentiel, intéressé par les propriétés du quartier. Oh, oui. La propriété Rodriguez sur Pine Street, a-t-elle confirmé? Nous ne sommes pas tout à fait prêts à la mettre officiellement sur le marché. Mais les propriétaires envisagent sérieusement de la vendre, pour le printemps. Vous êtes spécifiquement intéressé par ce secteur? Mes parents prévoyaient secrètement, de vendre notre maison familiale. La même maison où ils me faisaient payer un loyer mensuel de 1 800 €. Sans me prévenir de leur projet, ni de leur calendrier. J'ai raccroché le téléphone, et j'ai immédiatement appelé mon contremaître. À quelle vitesse peut-on préparer notre propriété locative, pour les locataires? 2 semaines maximum. Peut-être 10 jours, si on met les bouchées doubles, et qu'on fait de longues journées. Pourquoi cette urgence soudaine? Parce que je crois que je suis sur le point de me retrouver à la rue. Et j'ai besoin d'accélérer tout notre planning, avant que cela n'arrive. Ce week-end-là, mon contremaître et moi avons travaillé littéralement 24 heures sur 24, pour peaufiner les moindres détails. Le vendredi soir suivant, la maison était prête. Et elle était superbe. Nous l'avons mise en ligne le samedi matin. Avec des photos professionnelles, qui la faisaient ressembler à une double page de magazine. Dès le dimanche soir, nous avions 12 candidatures qualifiées. Ainsi qu'une liste d'attente qui s'allongeait rapidement, avec des locataires potentiels intéressés. Le couple que nous avons choisi, correspondait parfaitement à nos attentes. De jeunes professionnels d'une vingtaine d'années. Tous deux avaient des emplois stables, et d'excellents scores de crédit. Aucun drapeau rouge dans leurs antécédents, ni dans leur historique de location. Ils voulaient emménager immédiatement. Et ils ont même proposé 2 400 € mensuels, 60 € de plus, que notre prix initial. Mon contremaître a souri, lorsque nous avons signé le contrat de bail. Félicitations, partenaire. Tu es officiellement un propriétaire à succès, avec un flux de trésorerie positif. Mais je ne pensais pas au revenu locatif, ou au succès commercial à ce moment-là. Je pensais à la phase finale de ce que j'allais faire ensuite. Et à quel point, cela allait être satisfaisant. Chapitre 7, l'option nucléaire, et la victoire totale. J'ai déménagé un mercredi matin. Pendant que tout le monde était absent de la maison, vacant à ses occupations habituelles. Britney avait sa session de création de contenu hebdomadaire, dans ce studio de photos du centre-ville. Maman était à la réunion de son club de lecture, et papa était au casino, prétendant assister à un entretien d'embauche, ou à un événement de réseautage. J'avais discrètement déplacé mes biens importants, dans un garde-meuble, depuis plusieurs semaines. Il ne restait donc pas grand-chose, dans ma chambre. Des vêtements essentiels, mon ordinateur portable, quelques objets personnels avec une valeur sentimentale, de mon service militaire. Tout ce qui comptait vraiment pour moi, tenait facilement dans ma camionnette. Avec de la place en rab. Sur la table de la cuisine, j'ai laissé la clé de la maison, et une simple feuille de papier. Avec un message court, et professionnel. Avec effet immédiat, je mets fin à mon contrat de location concernant cette propriété. Le paiement final du loyer, a été traité le 1er mars, comme convenu. Tous les services publics, et les services enregistrés à mon nom, seront déconnectés dans les 48 heures. Toute communication future devra être adressée par l'intermédiaire de Rodco Holdings LLC, à l'attention de la boîte postale 2847, Colorado Springs, Colorado. David Rodriguez. Pas d'appels émotionnels, pas d'explications détaillées, pas de place pour l'argumentation ou la négociation. Juste des faits commerciaux froids, livrés avec la même précision impersonnelle, qu'ils avaient utilisée, dans leur facture initiale. Mais voici où l'histoire devient vraiment satisfaisante, pour tous ceux qui ont lu jusqu'ici. Ce que ma famille ne réalisait pas,
c'est que j'avais mené des recherches bien plus approfondies que sur de simples valeurs immobilières. Au cours des derniers mois, j'avais enquêté minutieusement sur leur situation financière, sur leurs affaires, et surtout sur les activités en ligne de Britney. Et, plus important encore, sur la conformité légale de ces opérations. Il s'est avéré que ma sœur entrepreneuse avait commis de graves erreurs, qui étaient sur le point de la rattraper. Première découverte majeure, elle n'avait jamais déclaré aucun de ses revenus substantiels, générés sur OnlyFans, à l'IRS, le fisc américain. Nous parlons de plus de 200 000 € de revenus, non déclarés. Ce qui relève du territoire de l'évasion fiscale fédérale, avec de graves conséquences juridiques. Y compris, des peines de prison potentielles. Deuxième découverte, elle avait utilisé l'adresse du domicile de nos parents, pour toute sa correspondance commerciale, ses documents fiscaux, et sa paperasse légale. Ce qui signifiait, que lorsque l'IRS viendrait inévitablement enquêter, et il le ferait, assurément, il trouverait maman et papa inscrits comme complices potentiels de fraude fiscale. Troisième découverte. Et c'était la plus belle partie. Elle annonçait, et filmait son contenu OnlyFans, en utilisant des photos et des vidéos, prises dans toute la maison de nos parents. La chambre principale, le salon, la cuisine, le jardin. Pratiquement toutes les pièces. Ce qui signifiait qu'ils exploitaient, techniquement, une entreprise commerciale de divertissement pour adultes, à partir d'une propriété résidentielle. En violation directe, d'environ 6 ordonnances municipales, et réglementation de l'association des propriétaires, HOA. Mais je n'ai pas signalé anonymement ces violations, aux autorités compétentes de manière immédiate. Cette approche aurait été trop simple, et directe. Au lieu de cela, j'ai attendu patiemment le moment idéal, pour maximiser l'impact. Environ 2 semaines après mon déménagement, et l'établissement de mon indépendance. J'ai reçu le coup de fil, que j'attendais avec impatience. La voix de papa était tendue. Avec une panique, et un stress à peine contrôlé. David, il faut vraiment qu'on parle tout de suite. Peux-tu venir à la maison, maintenant? Je ne vis plus là, tu te souviens? Tu peux prendre rendez-vous via mon adresse email professionnelle, si besoin. Ton quoi, David? C'est extrêmement sérieux. Nous avons reçu quelques lettres très officielles aujourd'hui, que nous ne comprenons pas, je savais exactement, à quelle lettre il faisait référence. La notification d'audit de l'IRS, pour Britney, exigeant une réponse immédiate. Les avis de violation des règlements municipaux, avec des amendes substantielles. Les documents de sanction de la HOA, totalisant 15 000 € d'amende. La lettre d'annulation de contrat de l'agent immobilier, pour complications juridiques. Vous voyez, une fois que j'avais déménagé et que mon indépendance était assurée, j'avais passé plusieurs appels téléphoniques stratégiques, au cours de la semaine. Des signalements anonymes, concernant des revenus non déclarés, sur la ligne directe de la fraude de l'IRS. Avec des détails spécifiques, et des preuves. Des plaintes détaillées, sur des activités commerciales dans des zones résidentielles, à l'application du code de la ville. Avec, à nouveau, des preuves photographiques. Et des preuves complètes des violations de la HOA, envoyées au conseil d'administration de l'association, documents à l'appui. Je peux vous retrouver, au café du centre-ville, samedi après-midi à 14h tapante. Lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans, en seulement 2 semaines. Les cheveux de papa semblaient plus gris, et plus clairsemés. Maman avait des rides de stress visibles autour des yeux. Et Britney avait l'air d'avoir pleuré pendant des jours. Je me suis assis en face d'eux, portant ma meilleure tenue business casual. Je maintenais une expression professionnelle complètement neutre. Avec un épais dossier de documents officiels, à côté de ma tasse de café. Alors, ai-je commencé calmement. Quel semble être le problème? Papa a fait glisser une épaisse pile de lettres gouvernementales officielles, sur la table, avec des mains tremblantes. La notification d'audit de l'IRS, exigeant une réponse immédiate. Les avis d'infraction à la ville, avec des amendes croissantes. Les documents de pénalité de la HOA, totalisant 15 000 €. Un avis indiquant que leur assurance habitation, avait été annulée, en raison d'activités commerciales non divulguées dans les locaux. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, a dit maman avec désespoir. Tout nous a frappé en même temps. Comme une sorte d'attaque coordonnée. J'ai feuilleté les papiers de manière méthodique. Comme si je les voyais pour la première fois. Waouh, ce sont des choses assez sérieuses.
problèmes fiscaux fédéraux, violation de la ville, problèmes d'assurance. Peux-tu nous aider à démêler tout ça, a demandé papa, le désespoir pointant dans sa voix. Vous aider de quelle manière spécifique? Peut-être. Peut-être que tu pourrais revenir vivre à la maison, a suggéré maman. Et, espérons-le, nous aider à gérer cette situation. Nous pourrions certainement ajuster l'arrangement de location, pour quelque chose de plus raisonnable. J'ai fait semblant d'examiner attentivement leurs propositions. Quel type d'ajustement aviez-vous en tête? Nous pourrions le baisser à 1500 € par mois, a répondu papa rapidement. Comme s'il m'offrait une super affaire. Peut-être même 1200 €, a ajouté maman. Quand je n'ai pas répondu avec enthousiasme dans la minute, j'ai laissé le silence s'étirer, jusqu'à ce que Britney explose. C'est complètement ridicule. David, aide-nous, bon sang. Tu sais, je peux payer ces amendes stupides. En fait, ai-je dit calmement, en ouvrant mon dossier de documentation. C'est là une partie importante du problème, auquel nous sommes confrontés. J'ai étalé des copies de tout ce que j'avais systématiquement documenté. Des relevés bancaires, montrant ces modèles de revenus non déclarés. Des captures d'écran de ces publications, de contenus publicitaires filmés à l'intérieur de leur maison. Des copies imprimées des ordonnances municipales, qu'elle avait violées. Des explications du Code des impôts, soulignant ses obligations légales, et les sanctions. Brittany, d'après mes recherches et calculs, tu dois environ 78 000 € en impôts fédéraux. Plus des pénalités substantielles, et des frais d'intérêt. Les amendes de la ville totaliseront environ 25 000 €. Si tu ne cesses pas immédiatement toute opération commerciale. Et puisque toutes ces activités illégales, se déroulaient à l'adresse enregistrée de maman et papa. Je me suis tourné, pour faire face directement à mes parents. Vous êtes considérés comme complices, en vertu de la loi fédérale. La couleur a complètement quitté le visage de mon père. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement? Ça veut dire que l'IRS peut poursuivre vos actifs, à vous aussi. Maison, véhicule, compte bancaire, épargne retraite. Tout ce que vous possédez, peut être saisi, pour payer ses dettes. Britney fixait les documents, comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Mais. Je ne savais pas que je devais payer des impôts sur ces revenus. Personne ne me l'a dit. L'ignorance de la loi fiscale, n'est pas considérée comme une défense juridique valable, ai-je expliqué. Mais il pourrait y avoir une solution potentielle à cette situation. L'espoir a clignoté, désespérément, dans les yeux de papa. Quel genre de solution? Eh bien, vous avez besoin de liquidités immédiates. Afin de commencer à payer ces dettes substantielles, avant qu'elles ne s'aggravent. Vous avez besoin de quelqu'un ayant de l'expérience en affaires. Pour vous aider à naviguer, à travers ces problèmes juridiques complexes. Et vous devez complètement restructurer toute votre situation financière. Pour garantir votre conformité. J'ai sorti un autre ensemble de documents officiels. Rodco Holdings LLC est prête à offrir une solution. Un programme de gestion de la dette et d'amélioration de la propriété, complet, qui pourrait résoudre tous ces problèmes. La proposition était d'une beauté absolue, de par son élégante simplicité. Rodco achèterait leur maison, pour 220 000 €. Soit environ 30 000 € sous sa valeur marchande actuelle. Mais suffisamment, pour couvrir leurs prêts hypothécaires existants, et une partie de la dette fiscale. Ils pourraient ensuite, louer la propriété auprès de moi, pour 2200 € par mois. Pendant qu'ils régleraient leur situation juridique et financière, Britney serait tenue d'arrêter immédiatement toutes ses activités de création de contenu. Elle devrait se trouver un emploi légitime, pour commencer à payer ses obligations fiscales. Tous ses revenus futurs seraient surveillés et gérés par Rodco, pour garantir une conformité totale. Maman et papa garderaient leurs emplois actuels. Mais toutes leurs finances seraient encadrées, par un système de budget strict que je superviserais personnellement. Cela afin d'éviter tout problème futur. C'est complètement fou, s'est exclamé Britney, la voix montant dans les aigus. Tu veux qu'on te paie un loyer, pour vivre dans notre propre maison. Ce n'est plus votre maison, ai-je répondu avec calme. Vous êtes de toute façon sur le point de la perdre, lorsque l'IRS placera un privilège sur la propriété, pour impôts impayés. Cet arrangement, vous permet de rester ici. De quel montant de loyer mensuel parlons-nous, a demandé papa doucement. 2200 €.
Le taux actuel du marché pour une propriété de cette taille. Plus les charges, que vous paierez directement. C'est plus que ce que tu nous payais. Non, ai-je corrigé fermement. C'est ce que vous auriez dû facturer, à quelqu'un qui était réellement capable de le payer régulièrement, sans voler les membres de sa famille. Je me suis levé, et j'ai rassemblé mes papiers, méthodiquement. Vous avez très exactement 48 heures pour prendre votre décision. Passé ce délai, vous serez livré à vous-même, avec l'IRS et le système judiciaire. Ils m'ont rappelé exactement 6 heures plus tard, et ont accepté l'offre, dans sa totalité. Sans la moindre négociation.